Mesdames et messieurs, bienvenue à Laval et compagnie dans notre nouveau décor. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Amélie Paul. Dans notre émission cette semaine, nous parlerons des festivités de Laval en blanc 2015. Si vous aimez l'hiver, on va vous parler de la patinoire extérieure du Centropolis. Vous n'aimez pas le froid? Eh bien, pourquoi ne pas visiter le musée Armand-Frappier? En parlant de chaleur, on va parler d'un sujet très chaud. Les familles recomposées, leurs obstacles et défis. On va également vous faire découvrir un extraordinaire artiste muraliste qui est de Laval. On va démystifier ce que c'est que le protecteur du citoyen. Notre chroniqueur techno va nous parler des gadgets les plus hot du CES, le Consumer Electronic Show de Las Vegas. Et notre critique cinéma va nous dire si le film American Sniper atteint sa cible. L'édition de la semaine du 25 janvier 2015 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. Cette année, Sainte-Rose-en-Blanc prend du galon dans le cadre des festivités du 50e, puisque non seulement elle sera célébrée, bien sûr, à Sainte-Rose, mais également dans différents endroits de la ville de Laval. Pour nous en parler, nous avons la coordonnatrice de la programmation de Laval en blanc 2015, Erika Palmer. Bienvenue à Laval et compagnie. Merci. Ça vient changer quoi que cette fête-là prenne une telle expansion? Beaucoup, en fait. On se retrouve dans des nouveaux sites qui amènent toutes sortes de nouveautés, bien sûr. Au niveau du plein air, on profite du lieu, on maximise ce qu'il y a à faire avec ces endroits-là. Et bon, le Centropolis est un endroit très urbain, alors ça amène des choses différentes, quoi. Et on couvre les années 50, 60, 70, 80, 90 et d'aujourd'hui jusqu'à demain. En effet. Je trouve ça brillant, d'ailleurs, d'avoir couvert dans le fond, plus de 50 ans d'histoire, ce qui est relié avec l'histoire de Laval. En effet. D'abord, le côté traditionnel, c'est à Sainte-Rose qu'on va le vivre comme à chaque année. Oui, c'est ça, en effet. C'est représenté de toutes sortes de façons, avec des structures de neige qui ont des formes de maisons typiques françaises, québécoises. On a aussi une programmation de groupes traditionnels au chapiteau. Musique folklorique. Musique folklorique avec les chercheurs d'or, le Vent du Nord, Bon Débarras. À l'église, par contre, on y va avec peut-être un patrimoine de demain pour le spectacle qui est dans le cadre des événements de lancement. Avec Pierre Lapointe. Un des juges de la voix. Oui, un des juges, oui, avec son spectacle Punkt, en fait, qui a gagné le prix de spectacle de l'année au Gala de la Disque 2014. Il y a aussi des amuseurs sur place, pêche sur la glace. Oui, les traditionnels traîneaux à chiens, c'est ça, carrioles, sport de glisse, et ainsi de suite. Ouais. Donc ça ne change pas. Non. Ça, c'est la première fin de semaine. Ensuite, le 7, là, on est au Parc des Prairies. Là, on souligne les années 60-70. 60-70, c'est ça. Et là, on amène des nouveautés au niveau plein air avec du traîneau à chevaux. On a des trottinettes des neiges. Puis au niveau de la programmation, on reçoit Brigitte Boisjoli, qui a un style un petit peu 70, c'est absolument. Ça, au niveau de l'habillement et tout. Puis on a des personnages. En fait, on avait une famille, la famille Ouimet, qui était au Vieux-Sainte-Rose, qui se retrouvent dans les autres sites et qui prennent des styles des années des autres sites et qui changent de nom aussi. Ils vont s'appeler comment? Au Parc des Prairies, je crois que c'est la famille Plouf. Peut-être pour la barre à Plouf à ce moment-là. Oui, c'est ça. OK, 14 février, on est au Centre de la Nature. Oui. Là, on est dans les années 80-90 avec un spectacle avec les bébés en plus. Ben oui, qui célèbrent leurs 25 ans pour leur part et qui ont un album qui sort le 3 février. Donc, ils viennent faire leur grand succès des années 80-90. Le site est immense. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire? Là, encore une fois, on a des nouveautés. On a du slackline qui est comme qui est très populaire. Oui. C'est ça, corde plus molle attachée entre des arbres ou toutes sortes de structures. On a du fat bike. Excusez les mots anglais, on n'a pas trouvé la traduction. C'est correct. Qui est des vélos avec des grosses roues pour pouvoir rouler dans la neige. On appelait ça des hot wheels. Non, des big wheels, on était petits, mais OK. Ça ressemblait à ça un peu. On a le train des neiges aussi. On a aussi le cœur de Laval qui va être là. Pas le cœur de Laval, excusez-moi.
Les petits chanteurs de Laval. Oui, OK. Qui vont être là, nous faire des... C'est la Saint-Valentin aussi, en fait, le 14 février. Alors, on aura droit à quelques petites chansons d'amour et des tubes des années 80-80. Et le 21 février, c'est à la place du 50e qui est au Centropolis. On célèbre Laval non seulement aujourd'hui, mais aussi demain, avec entre autres comme spectacle celui de Pascal Picard. Oui, en effet. Quelle sorte d'activités on a sur ce site-là, justement, avec le C'est des activités faites sur mesure, un peu plus urbaines. On a du cardio-vélo dans des containers. On a un mur d'escalade pour les plus aventureux. On a les cartes à pédales qui sont normalement au Vieux-Sainte-Rose, mais qui cette année se retrouvent au Centropolis, qui sont très appréciés aussi. On a des espaces, au niveau des structures de neige, là, c'est des espaces festifs, espaces santé, bien-être, un bar à oxygène, toutes sortes de trucs assez... plus branchés, un peu. Plus branchés, c'est ça. Il faut s'inscrire, j'ai vu, hein? À certaines activités. Comme? C'est surtout au Vieux-Sainte-Rose. On a des ateliers au Centre d'art, comme l'année dernière. On a une lecture publique et des activités littéraires, en fait, à la bibliothèque Sylvain Garneau. Parce que comme les places sont limitées, c'est ça, il vaut mieux en tout à profiter. fait. Et sinon, pour les spectacles, c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tous, oui. À partir du 26 janvier, donc, les inscriptions seront possibles en ligne. Et ça, on n'a qu'à aller sur le site Internet de la Ville de Laval. Vous allez sur laval.ca, puis ensuite, vous allez voir, il y a une section qui est écrite Laval en blanc. Alors, peut-être juste pour le rappeler, donc, 21 février, ça commence... je dis 21. 31 janvier, ça commence derrière l'église... au Vieux-Sainte-Rose. Au Vieux-Sainte-Rose. Ensuite, ça se transporte le 7 février au Parc des Prairies, le 14 au Centre de la Nature et finalement le 21 à la place du 50e au Centropolis. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part de la neige? Un temps assez froid, mais pas trop. Faut pas que ça fonde, là, mais du beau temps. Et beaucoup de monde, bien sûr. Et beaucoup de plaisir aussi. Il y a de quoi voir beaucoup de bons spectacles et plein de belles activités. Merci, Erika. Plaisir. Il fait très froid ces temps-ci et on pourrait être tenté de rester à la maison à faire du cocooning tranquillement. Cependant, il y a des belles activités hivernales, des activités sportives hivernales à faire à Laval et notamment Laurence Coutu-Paquin est allée essayer la patinoire du Centropolis. Bonjour, Laurence. Bonjour. Donc, c'est une activité gratuite. Oui, c'est offert gratuitement, qu'on peut aller avec les amis, la famille ou en amoureux aussi, parce que comme tu l'as dit, on n'a pas toujours vraiment le goût de sortir dehors quand il fait froid. On attrape des paresseux. Ah oui, puis on a des petits rhumes comme moi aujourd'hui. Je vais essayer de m'exprimer le mieux possible. Ça donne une super belle voix sexy. Merci. Mais oui, c'est une activité qui est offerte gratuitement. C'est ouvert depuis à peu près le 13 décembre et c'est ouvert de 9h jusqu'à 23h le soir. Donc, il y a des activités aussi spécifiques pour les enfants? Oui, bien c'est nouveau de cette année. C'est nouveau parce qu'avant, il n'y avait pas les samedis. Les samedis, c'est des journées thématiques. Donc, il y a des animateurs qui sont là sur place et il y a le restaurant Tango qui offre des chocolats chauds et des cafés gratuits aussi aux enfants. Puis c'est vraiment comme une fête d'enfants, tous les samedis de 13h à 17h. Et comment ça marche? Comme par exemple, la semaine dernière, je sais que tu aimes l'Halloween, je sais que tu adores l'Halloween et tu aurais voulu te déguiser en train de patiner. Ah oui, tout à fait. Parce que c'était la thématique de la semaine dernière. Et cette semaine, tu meurs d'envie de savoir c'est quoi la thématique. Ah oui, absolument, absolument. Samedi, c'est les vacances à Hawaï. Donc, c'est le temps de sortir nos belles chemises hawaïennes. Les petites jupes en Les jupes, nos coconuts, les ukulélés. C'est le temps de sortir, d'avoir du fun. Puis c'est le fun, des fois, justement, d'amener ça à un autre niveau, d'avoir des activités comme ça pour les enfants, parce que de patiner, c'est une chose, mais de les faire participer en se déguisant, c'est toujours plaisant pour les enfants. Mais on pense à activités pour les enfants, des activités pour la famille, mais ça peut être des jeunes aussi, là, en groupe. On s'en va là pour s'amuser. C'est pas juste, des couples. Ça peut être des couples aussi, se déguiser, puis avoir une thématique de couple pour le déguisement, c'est toujours agréable aussi. Puis c'est pour les plus vieux aussi. Fait que, c'est vraiment, tout le monde peut y aller. C'est pas trop gros comme patinoire, mais c'est le fun, c'est vraiment convivial pour tout le monde. Et parle-moi de ton expérience, comment tu as trouvé ça? J'ai aimé ça. Moi, je suis pas très bonne en patin. OK. Je mets l'orgueil de côté pendant ce temps-là. Est-ce que tu y allais comme ça? J'y allais comme ça. Je suis allée avec mon copain pour qu'il m'aide un peu, parce que lui, il est meilleur que moi. Oui, c'était vraiment le fun. Il n'y avait pas beaucoup de gens quand moi je suis allée, parce que moi je suis allée le vendredi et non le samedi. Mais je voulais vraiment voir les lieux, comment c'était. Puis c'est vraiment le fun. Comme je te dis, j'ai patiné avec mon copain, je suis pas très bonne, mais c'est le fun d'aller là comme une activité
avec sa famille. Est-ce que le vendredi, il y avait beaucoup de monde? Non, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais justement, des fois, c'est le fun qu'il n'y ait pas trop de monde. Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Si vous voulez y aller plus en couple, c'est mieux d'y aller un vendredi, parce que le samedi, c'est vraiment plus la fête d'enfants. Et là, c'est au Centropolis, donc il y a plein de bons restaurants autour. Plein de bons restaurants Donc, on complète notre journée d'activité avec une petite sortie au resto. Exactement. J'ai quelques restos à vous proposer, comme le Polo Bar et Grill. Il y a beaucoup de nourriture traditionnelle là-bas. C'est vraiment très convivial. C'est surtout axé sur le charbon de bois. Donc, tout est cuit sur un gros charbon, un four en charbon de bois. Donc, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez siroter aussi une bonne bière. Il y a un côté bar. C'est vraiment intéressant. Sinon, il y a un restaurant, le Mikasa. C'est un restaurant de sushi. Donc, tu sais, des fois, quand il fait froid, on n'a pas le goût de manger des sushis, mais des fois, c'est le fun. Ça fait penser un peu aux vacances. On a le goût d'aller manger ça. Donc, le Mikasa, vous pouvez aller en amoureux, en famille aussi. C'est vraiment le fun. Il y a le restaurant Tango qui, lui, commandite l'événement le samedi, qui offre des cafés et des chocolats chauds gratuits à tout le monde. Mais c'est pas juste des chocolats chauds et des cafés qu'ils offrent là-bas. C'est surtout des crêpes. C'est une crêperie, donc il y a des crêpes pour tous les goûts. Mon Dieu, c'est le fun salées. après avoir fait du sport. Exactement. Prendre une petite gâterie. Une petite gâterie. Donc, il y a des crêpes salées, des crêpes sucrées, il y a vraiment pour tous les goûs. Donc, il y a entre autres des crêpes comme aux crevettes, aux tomates bocconchi. Tu sais, ça a l'air weird, mais c'est vraiment bon. Tu peux mélanger le sucré et le salé ensemble. Oui, des crêpes repas et crêpes dessert. Exactement. Puis il y a des crêpes, justement, avec des petits fruits frais, du chocolat, des amandes. C'est bien bon. Sinon, il y a le restaurant Zibo. Aussi, c'est un peu plus de la nourriture, comme je dirais, Vraiment, il y a de tout. Donc, il va y avoir de la pizza, il va y avoir des pâtes, il va y avoir des salades, des sandwichs, des hamburgers. Il y a vraiment de tout. Donc, si vous ne savez pas à quel resto aller, vous ne savez pas quoi manger, bien allez là, parce qu'il y a vraiment de tout. Juste, t'en as un autre, je pense, c'est tout le temps qu'on a, mais juste pour nommer le dernier, c'est... Le Juliette et chocolat. Juliette et chocolat. Pourquoi pas, il y a ce sucré de bec après, tout de suite. Tout à fait. Hein? Merci beaucoup, Laurence. La patinoire du Centropolis, allez-y. Allez-y, c'est ouvert tous les jours de 9h à 23h. Merci, Laurence. C'est rien. Je l'avoue, je n'ai jamais été dans le restaurant de notre prochain invité, mais rien qu'à naviguer sur sa page web, je vous assure, j'en ai eu l'eau à la bouche, et pour cause, puisqu'elle a une crêperie bretonne. Elle est située à Sainte-Dorothée. Elle a pour nom l'Entre-nous, Gabrielle Dougnon. Merci d'être à Laval et compagnie. Merci. J'ai fait des recherches. Les Dougnons, ça vient de l'Auvergne, non? En fait, c'est vraiment très français. Je ne sais pas trop l'origine, mais ma famille vient plutôt de la ville de Grenoble. De Grenoble. Oui. Partout dans le menu, il est écrit, bon, papa a fait ci, maman a fait ça. Ce sont vos parents ou ce sont les parents de l'autre propriétaire? Non, c'est ça. En fait, l'autre propriétaire, c'est mon père. Okay. En fait, non, c'est mes parents. C'est vraiment basé sur des recettes de famille qu'on a transposées un petit peu dans les crêpes bretonnes, qui n'est pas notre région, mais qui est la région de mon mari. Ah oui, OK. Donc lui, il est un Breton. Oui, c'est un Breton. D'ailleurs, c'est fascinant. Semble-t-il que c'est un accident. C'est grâce à un accident qu'on a trouvé la crêpe bretonne. Est-ce que vous savez l'histoire? Parce que je l'ai fouillé un petit peu, moi. Oui, non, pas tout à fait, en fait. Ce serait donc quelqu'un qui, avec une maladresse, aurait échappé ce qu'on appelle une espèce de liquide de sarrasin et serait fait les premières galettes salées. Parce qu'il y a les salées et les sucrées. Et ça, c'était, écoutez, au 12e siècle ou à peu près. Là, je vous raconte l'histoire. Vous m'apprenez quelque chose. Vraiment, j'ai pas appris ça. Votre spécialité, à vous, c'est des crêpes, des crêpes bretonnes. Absolument, absolument. Des vraies crêpes minces. Donc, on en fait des salées au sarrasin, on en fait des sucrées à la farine de froment. Donc, c'est au choix de la personne. On a une belle histoire d'amour avec ces crêpes-là ici au Québec, non? Ah, oui, c'est vrai. La crêpe, elle a toujours été à la mode. Les gens arrivent avec un sentiment de bonheur là, chez nous. Ah, des crêpes comme dans mon enfance. Puis, on essaye un petit peu d'avoir cette ambiance-là à la crêperie. C'est familial. C'est vraiment pour tout le monde. On dit toujours l'expression de 7 à 77 ans. Mais en fait, c'est encore plus large que ça. C'est pour tout le monde, vraiment. Puis tout le monde a une petite histoire de crêpes. D'ailleurs, au Québec, est-ce qu'on est plus salé ou sucré? Sucré, absolument. Alors, en fait, j'en viens justement à vous proposer d'essayer les crêpes salées. Les crêpes repas en Bretagne, la crêpe se mange rarement au déjeuner. Elle se mange vraiment au repas du dîner, même plutôt du soir. C'est vraiment un petit peu comme la pizza chez les Napolitains. Est-ce que c'est difficile de faire une crêpe? J'ai toujours
trouvais que c'était quand même assez simple. C'est une technique. Nous, on la veut très, très mince. Alors, c'est ça la difficulté. Donc, elle est mince, plus mince qu'une feuille de papier. Donc, c'est un tour de main. On fait une technique qui s'appelle le feuilletage. Donc, on glisse la pâte à crêpes sur le bilic. Le bilic, c'est la crêpière. Donc, justement, j'ai trouvé des nouveaux mots. Oui, c'est le ça. bilig, le roselle. Oui. Expliquez, c'est quoi le roselle? Alors, le roselle, c'est le petit bâton souvent fait d'être, de bois d'être, en fait. Et c'est comme un thé. Et on l'utilise pour glisser la pâte. La pâte, on la fait tourner. C'est ça, Donc, on la rend fait de plus en tourner. plus mince. Le crêpoise Gwynnish, ça, c'est la crêpe salée. Et le crêpoise doux, c'est la crêpe sucrée. Bien là, vous êtes allé chercher vraiment les Non, mots mais vraiment. bretons, Mais là, vous avez raison, oui. vous avez raison, j'ai fait des recherches. D'ailleurs, au restaurant d'entre nous, saviez-vous que vous aviez 13 crêpes déjeuner? Oui, bien, oui, j'ai ça, justement. Je viens de refaire tout mon menu et on en a 13. On a vu ça à l'impression. 14 garnitures, 4 crêpes repas avec 12 garnitures et des soupes, des potages, des crèmes. Je pensais pas que, en fait, les restaurants bretons, ou en fait, qu'il y avait la crème, la soupe à l'oignon. C'était une des spécialités, d'ailleurs, non? Oui, absolument. C'est notre grande spécialité. Donc, oui, la soupe à l'oignon gratinée, même dans les mariages bretons, le lendemain matin des noces, on fait boire le bouillon de soupe à l'oignon aux nouveaux mariés. C'est une tradition. Donc, mais c'est aussi une recette plutôt de la région de mes parents. C'est du comfort food, comme on dit en anglais. Donc, Absolument. la bouffe qui fait du bien. Alors, tartare, salade repas, il y a des tapas, des croques bretons, même du couscous. On peut apporter son vin, ça, c'est pratique. Oui, c'est très bien. Je voudrais rajouter peut-être, on a même un merveilleux confit de canard. C'est un ajout à notre menu. Je ne l'ai pas vu dans le menu, là. C'est un ajout à notre menu et c'est vraiment, ça fait fureur et les gens reviennent vraiment pour ça aussi. J'imagine qu'il faut réserver. On a quoi, 43 places avec la terrasse? Oui, c'est ça? absolument. Non, avec la terrasse, on a 35 places. Donc 43 supplémentaires. à l'intérieur. Absolument, mais ça se remplit vite, donc c'est préférable de réserver. 7 jours sur 7, hein? Non, on est ouvert du mercredi au dimanche. Donc, lundi, mardi, on est fermé. Oh, OK. On est ouvert pour accueillir des groupes. Donc, si des groupes Veulent y aller, là, à ce veulent y moment-là, aller, ça à ce ça moment-là, donne on bien. prend. Donc, le restaurant d'entre nous, Café Bistrot, Crêperie Bretonne, est au 619 de la rue principale à Sainte-Dorothée, c'est bien ça? 450-314-3131, ou sinon, vous allez sur restaurant entre nous.com, vous allez avoir là tous les détails et même le menu où il n'y a pas le confit de canard, juste pour vous le dire. Merci, Gabrielle. Merci. Bon succès. On va aller Merci visiter. beaucoup. C'est Au sûr. plaisir. Merci. Il nous fait plaisir de recevoir dans nos studios aujourd'hui un auteur, interprète et producteur, un Lavallois, Raphaël Dirado. Bonjour, Raphaël. Bonjour, ça va bien? Ça nous fait plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, tu viens nous parler d'un lancement de ton premier album. Exactement. C'est Saveur estivale, Saveur le titre estivale. de ce projet-là, exactement. Ça, c'est un projet qui te tient à cœur. Tu es un gars qui est passionné de musique. Exact. Peux-tu nous parler un petit peu du style de musique, en fait? En fait, c'est un style de saveur estivale, donc des chansons un petit peu plus d'été, donc de la pop franco avec du mélange d'anglais, espagnol et créole. C'est un mélange très multiethnique. Ça, c'est un peu, dans le fond, la musique qu'on peut entendre normalement dans les salles de danse. Salle de danse, la radio, donc à 94.7, on a déjà un morceau qui tourne déjà sur cette radio-là. Et puis, donc, toutes les discothèques, là, que ce soit ici au Québec, à Montréal ou un petit peu en France actuellement. Ça, c'est plutôt rare, là. Ici, on n'a pas beaucoup de gens comme toi qui font ça, ou je sais pas si même il n'y en a pas vraiment qui font ce type de musique-là ici. C'est un peu ce que tu aimerais développer, dans le fond. Exactement. Ici, les gens, ils ont leur style. Moi, j'essaie d'utiliser un peu ce style-là en incorporant des ressources différentes de ce qui se fait actuellement. Donc, c'est plus au niveau des ressources, au niveau des collaborations, au niveau de la musique et au niveau aussi de la réalisation. Donc, OK. Je travaille avec Sony Black au niveau de la réalisation des chansons qui sont très
très accessible au grand public. Puis là, ça, c'est toi qui t'autoproduis, donc c'est pas facile. Il faut que tu essaies de te promouvoir par toi-même. Exact. Et là, il va y avoir une prévente bientôt, le 28 février, sur iTunes. Exactement. On va pouvoir entendre... Là, présentement, tu as 2 chansons disponibles, deux chansons. Il y a Wanna Dance. Exact. Celle-là, c'est un peu plus... c'est très rythmé. Très rythmé, ensoleillé, encore une fois, c'est de saveur estivale. Sinon, on a Toi et moi remix, donc la chanson retravaillée par Sammy Love et Michel Love, deux DJ internationales. Donc, on peut entendre ça sur soundcloud.com à Raphaël Durado, bien évidemment. Mais sinon, les autres pièces vont être disponibles le 28 février en pré-vente sur iTunes et en vente officielle le 21 mars. 21 mars. Tu disais que c'était sur plusieurs plateformes numériques comme quoi? Deezer, Amazon, Google, Play, et ainsi de suite. Donc, toutes les plateformes numériques où on peut retrouver ça à travers la planète pour que ce soit accessible à travers tous les pays qui ont accès à ce type de... Puis là, en attendant, pour mieux te connaître, est-ce que tu as un site, tu as des endroits où on peut aller voir un peu ce que tu fais? Où est-ce que je fais un petit peu plus de buzz? C'est au niveau de mon Facebook, Twitter, donc on peut me rejoindre là. Sur Raphaël Durado? Oui, Facebook, Raphaël Durado et Twitter, Raphaël Durado. Sinon, pour ma musique, soundcloud.com. Sur SoundCloud, présentement, c'est là qu'on peut t'entendre. Exactement. Sinon, sur les réseaux sociaux, je suis un peu éparpillé à gauche et à droite sur les plateformes, que ce soit ici ou dans d'autres pays. Là, ton rêve, ça serait quoi? Là? Dans le fond, tu veux développer ça. Ça serait quoi ton objectif? Là, présentement, tu réussis, tu vas sortir tes 2 chansons. Il y en a 6 en tout. Exactement. Donc, c'est un EP de 6 chansons. Donc, un opus que j'ai réalisé. Où est-ce que je veux m'en aller avec ce projet-là? C'est un portfolio pour moi. Donc, de partir, d'écrire les chansons, de choisir la musique et d'incorporer des collaborations avec moi. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est de produire ce projet-là. Et la troisième étape, de la mettre en marché. Donc, mon rêve à travers ça, c'est d'avoir un produit qui est très, très accessible au grand public, que ce soit des plus jeunes aux plus vieux. Bien. Donc, je pense qu'on s'en va vers la bonne ligne. C'est juste de bien faire les choses. Je trouve ça inspirant parce que, dans le fond, il n'y a pas beaucoup... Il y a des gens comme toi là, qui essaient dans la musique. Aujourd'hui, c'est pas facile. Tu y vas pareil, tu fonces. C'est ça qui est le fun de voir aussi là, avec un Lavallois. Tu viens d'ici. Tu as quand même un beau produit qui est intéressant, le son est très bon. Ça serait intéressant que ça se développe, puis d'encourager aussi d'autres comme toi qui auraient envie de développer et de produire. En fait, le rêve à travers ça, c'est justement montrer qu'il faut être acharné, il faut foncer, mais en même temps, si moi je suis capable pour moi, ça veut dire qu'il y a quand même un bon pas de fait pour pouvoir le faire pour plusieurs autres de la relève ou des artistes établis. Parce que là, tu as déjà un background aussi en musique. Qu'est-ce que tu as déjà fait en musique? C'est mon 4e projet, donc à mon actif antérieurement, plus dans le hip-hop, reggae un petit peu aussi. J'ai toujours aimé la musique, que ce soit le disco, la pop plus jeune, le dance, beaucoup aussi. Fait qu'il y a de l'inspiration de ça dans ta musique. Beaucoup d'inspiration de mes parents, de mon entourage aussi. Donc, la musique a toujours été omniprésente dans mon quotidien. C'est juste de la mettre en pratique de jour en jour et puis on va arriver à ce qu'on veut. En fait, il faut croire en notre produit, puis j'y crois en masse. Bien, on te souhaite que ça fonctionne. On te souhaite un bon succès. Beaucoup. Juste rappeler rapidement ton adresse où on va pouvoir te trouver. Donc, Facebook, Raphaël Durado, Twitter, Raphaël Durado et SoundCloud, Raphaël Durado. Donc, on peut me rejoindre sur ces réseaux sociaux-là. Bien, merci d'être venu. Merci à toi. Bon succès. Merci. Bye-bye. Qu'on parle d'asthme, de cancer du poumon ou encore de fibrose kystique, les maladies respiratoires prennent de plus en plus d'ampleur et heureusement, des groupes d'entraide ont été mis sur pied. Pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons Cathy Falardeau, coordonnatrice des programmes santé de l'Association pulmonaire du Québec. Bonjour Cathy. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler des groupes d'entraide qui sont là pour nous aider et tous ceux qui ont des maladies respiratoires? Oui, bien en fait, l'Association pulmonaire du Québec a décidé de mettre, ça fait un petit bout déjà, des groupes d'entraide au travers de la région pour aider les gens qui souffrent de maladies pulmonaires obstructives chroniques, qu'on parle de bronchite, emphysème, ou même aussi il y a des gens qui vont aller dans ces rencontres-là qui sont asthmatiques. Puis en fait, au Québec, on a 18 groupes d'entraide au total qui se rencontrent une fois par mois. Puis on a aussi des groupes qui se rencontrent 2 fois par année, qu'on pense à la fibrose pulmonaire ou à la sarcoïdose. Et là, il y en a 3 ici sur le territoire de la Rive-Nord. Oui. Donc, un à Laval, un autre à Sainte-Thérèse, ainsi qu'un à Le Gardeur. Oui, en fait, c'est ça. Sainte-Thérèse, par exemple, se spécialise
se spécialise au niveau de l'apnée du sommeil. Donc, les gens qui souffrent d'apnée du sommeil peuvent aller à ces rencontres-là. On a des super conférenciers qui sont là pour répondre aux questions, qui parlent de sujets différents à chaque rencontre. Puis en fait, ces groupes-là se rencontrent à tous les 3e jeudis du mois, de 19h à 21h, dans les locaux du Collège Lionel Groulx. À Laval aussi, on a des super belles conférences. Prochaine conférence le 28 janvier. Se rencontre de 14h à 16h au Maxi sur le boulevard Saint-Martin. Puis la prochaine rencontre, c'est le service des incendies qui vont jaser prévention, les voisins aidants, ces trucs-là. Puis c'est toujours des belles conférences, puis les gens adorent, en fait, les groupes d'entraide. Oui, parce que des fois, on souffre de maladies, on se pose des questions, on ne sait pas où aller chercher l'information, et ça permet aussi de rencontrer des gens qui sont dans la même situation. Oui, mais c'est sûr que ça c'est un des premiers points importants qui ressort des groupes, c'est que les gens adorent, en fait, les groupes d'entraide parce qu'ils se retrouvent avec des gens qui souffrent de la même problématique. Donc, ils peuvent comprendre, ils sentent il y a un meilleur lien d'appartenance. Ça crée comme une famille. Puis des fois, ils décident d'organiser des soupers. Ça brise leur isolement. Puis en fait, nous, c'est ça qu'on recherche aussi, les faire sortir de leur milieu, de leur maison. Et pour ceux qui voudraient aussi s'impliquer, parce que vous faites des activités bénéfices également, il y en a une superbe qui s'en vient prochainement. Oui, on a plusieurs campagnes qui s'en viennent, mais on en a une vraiment belle qui s'appelle Bulle et tapis rouge, qui est un défilé qu'on va donner à la Maison Burks, en fait. Ça, c'est super glamour. Les gens adorent ça venir. Sinon, on a des campagnes comme un petit coup de cœur aussi qui permettent aux gens de donner des dons, de donner des sous. Puis on a aussi la campagne Carte de printemps qui s'en vient. Et toutes les informations reliées à ces activités-là ou aussi au centre d'entraide se retrouvent sur votre site Internet? Oui, c'est le www.pq.poumon.ca. Puis en fait, oui, on a ce site-là qui répond à beaucoup de questions, mais on a aussi la ligne téléphonique où les gens peuvent nous appeler. Puis en fait, il y a des inalos qui sont là pour répondre à chaque jour, en fait, du lundi au vendredi. Sauf que nous, les gens laissent des messages puis on les rappelle sans faute pour répondre à leurs questions. Alors, c'est très intéressant. C'est quand même des professionnels qui sont là pour répondre aux questionnements. Et là, on est l'hiver. Est-ce que pour les maladies respiratoires, c'est un petit peu plus difficile? Oui, c'est sûr que les gens, bien souvent, ce qu'ils ont peur quand on a des maladies pulmonaires obstructives, bien, c'est d'attraper justement rhume, la grippe, parce que c'est souvent plus difficile pour eux de passer au travers. C'est plus long, ça s'échelonne. Puis en plus, cette année, avec le vaccin qui était un peu moins efficace, bon, bien, les gens, ça, souvent... ils ont tendance à moins vouloir sortir un peu. Donc, c'est pour ça que nous, on les invite souvent au groupe d'entraide. On leur dit, allez jaser un peu, ça va vous faire du bien. Là. Mais vous conseillez d'aller se faire vacciner en temps normal? Oui. Sinon... Oui, ça, c'est sûr. La vaccination, c'est très important. Et est-ce qu'il y a d'autres précautions à prendre pour un peu s'aider si on a de la difficulté à respirer? Bien, c'est sûr que ceux qui ont les maladies pulmonaires, en fait, ils ont des plans d'action qui ont été mis sur pied avec leur médecin. Donc, suivre le plan d'action à la lettre, là, dès qu'on voit arriver les symptômes, aller au pharmacien, chercher les antibiotiques, commencer le plan d'action le plus tôt possible pour éviter justement les grosses infections. Alors, pour résumer, pour aller chercher l'information, en connaître davantage, le pq.poumon.ca. Oui. Également, la ligne téléphonique qui est sans frais, je tiens à mentionner, oui. Le 1-888-Poumon-9, donc le 1-888-768-6669. Et vous êtes actif sur les réseaux sociaux. Donc, on vous retrouve sur Facebook, LinkedIn, Twitter. Oui. Alors, on peut aller vous suivre là. Merci beaucoup de votre présence, Cathy. Merci, c'est moi qui vous remercie. Si vous avez à la maison un enfant curieux, minutieux, qui s'interroge sur l'infiniment petit ou l'infiniment grand, sachez qu'à Laval, il existe un endroit fabuleux où stimuler son effervescence intellectuelle. Pour nous en parler, nous avons la directrice générale du musée Armand Frappier, Guylaine Archambault. Bonjour, Guylaine. Bonjour, Monsieur Rémy. Parlons d'abord du docteur Armand Frappier. En faisant mes recherches, j'ai découvert que c'était un être absolument fabuleux. Oui. Alors, il a vécu de 1904 à 1991 et ce qui l'a marqué, c'est le décès de sa mère qui est morte de la tuberculose. Alors, ça l'a incité à entreprendre des études en médecine, à se spécialiser aussi en microbiologie et à lutter contre les maladies infectieuses. Et il a payé ses études en jouant du violon. Oui, oui. Son père était organiste, il y avait beaucoup de musique dans la famille, alors il
il est tombé dedans quand il était tout petit, puis effectivement, il était violoniste. Donc, de là, l'importance de ce musée Armand Frappier, d'abord pour garder sa mémoire vivante, puis aussi son legs. La maison où est situé le musée, est-ce que c'était sa maison personnelle ou c'était son laboratoire? Alors, il n'y a pas de valeur historique à la maison. Le docteur Frappier n'y a pas vécu. En fait, c'est qu'en 1938, il a fondé l'Institut de microbiologie et d'hygiène de Montréal. Et déjà en 1939, il achetait une ferme ici à Laval. Donc, l'Institut, le berceau de la microbiologie, de la vaccination au Québec, c'est ici à Laval. L'Institut est toujours présent. Il fait partie de l'Université INRS. Et donc, non, la maison, il n'y a pas vécu, mais ça fait partie du campus universitaire aujourd'hui. C'est quoi la mission du musée? C'est de favoriser la compréhension des enjeux scientifiques. Alors, pour arriver à réaliser cette mission-là, on offre des activités éducatives aux tout-petits du préscolaire, aux adolescents et aux adultes. Parce que, dans le fond, ce qu'on veut, c'est stimuler cette envie d'aller peut-être un jour dans le domaine de la science, dans le fond. Oui, tout à fait. Et puis aussi d'étayer la culture scientifique de chacun, parce que ce qu'on réalise au musée, ce qu'on propose, c'est pas la science pour la science, c'est vraiment la science pour outiller les citoyens, les aider à porter un regard critique sur les enjeux scientifiques et les aider à prendre de meilleures décisions pour ce qui a trait à leur santé. Il y a entre autres des activités telles que le dimanche au labo et le samedi au... le dimanche en Sarreau et le samedi au labo pour les jeunes. Parlez-moi de ça. Alors, les samedis au labo, alors ce sont des ateliers d'initiation aux sciences pour les petits de 5 à 8 ans et leurs parents. Donc, c'est vraiment des ateliers d'initiation enfants-parents. Cette session-ci, pendant l'hiver, on a 3 ateliers différents. Donc, les parents, les enfants peuvent revenir à 3 reprises et c'est sur l'univers des microbes. Alors que les dimanches en Sarreau, ils ont vu jour, en fait, pour répondre à la demande des adolescents, en fait, des enfants qui avaient déjà participé au samedi et qui avaient vieilli. Donc, une extension, c'est ça? Voilà. Okay. Et c'est vraiment un programme, on peut dire un cours, un programme qu'on appelle orientant, donc sur les carrières en sciences. Et donc, ce sont 9 ateliers, 9 dimanches consécutifs où il y a un défi qui est donné aux jeunes. Alors, cette saison, c'est hécatombe à l'aquarium. Donc, il y a des poissons qui sont morts, ils doivent faire des tests biochimiques. Trouver la source du problème. Physique, microbiologique, voilà, trouver l'énigme. Il y a la relâche scolaire qui s'en vient très bientôt, il faut déjà penser. Il y a des camps de jour, d'ailleurs, dans différents endroits, mais entre autres au musée Armand Frappier. Voilà, donc les 4 centres de sciences lavallois que sont le Cosmodome, le Parc de la Rivière des Mille-Îles, le Centre d'interprétation de l'eau et le musée Armand Frappier, nous offrons tous nos camps de jour. Alors, il y a différents programmes, il y a différentes clientèles, mais c'est pour les 5-13 ans. Donc, il faut aller consulter nos sites web et puis, oui, inscrire les enfants. Et puis, les 4 centres de sciences offrent aussi des activités pour les familles. Donc, des visites de nos installations, des programmes éducatifs plus courts, là, des demi-journées de visite. Et à partir du 1er juin, une nouvelle exposition, les vaccins. Oui! Alors, l'exposition permanente qui s'intitule Microzoo au musée Armand Frappier, elle est là depuis très longtemps. Alors, dernier moment pour la visiter d'ici le 1er mai. Et depuis septembre dernier, effectivement, on est à pied d'œuvre pour réaliser une exposition temporaire. On a eu le soutien de Patrimoine canadien, de plusieurs partenaires, la Ville, la CRI, etc. Donc, c'est une exposition qui sera présentée pendant 1 an, du 1er juin 2015 à la mi-mai 2016, pour aider les gens, encore une fois, à s'outiller et prendre une décision éclairée relativement à la vaccination. Et pas besoin de se déplacer directement au musée, même si vous allez que sur le portail, il y a déjà beaucoup à apprendre. Entre autres, Zoom sur les microbes, la vie d'Armand Frappier et le laboratoire de recherche, en quoi consiste-t-il? C'est quoi l'avenir de la science avec les jeunes en ce moment? Est-ce qu'on sent un intérêt? Oui, il y a un intérêt. C'est évident qu'on souhaiterait qu'il y en ait davantage qui embrassent des carrières parce que notre communauté est vieillissante et puis il faut trouver des solutions. On se dit souvent, moi et mes collègues, qu'on a un beau métier de susciter cet intérêt-là. Belle mission parce que, à faire, oui, parce que on vient de souligner la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on souhaite d'abord? La santé. La santé. Et ça passe par la science. C'est ça. Exact. Voilà. Donc, le musée Armand Frappier, 531 boulevard des Prairies à Laval. C'est ouvert du lundi au vendredi en ce moment de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. C'est fermé les week-ends. Numéro de téléphone, vous l'avez au bas de l'écran, 450-686-5641. Il y a même possibilité d'avoir des visites guidées. Le site, c'est musée-frappier.qc.ca. Guylaine, merci et bonne saison avec votre musée. Merci de m'avoir accueilli. Ça fait plaisir.
De nos jours, une famille nucléaire, c'est pratiquement devenu une exception. Et j'exagère à peine. Valérie Patry nous parle aujourd'hui des défis des adultes qui vivent la famille recomposée. Bonjour Valérie. Salut. Donc d'abord, comment tu définirais ça, toi? Définirais, oui, la famille recomposée? Bien, écoute, je suis allée dans Wikipédia. Quand j'ai fait mes petites recherches, là, j'ai regardé ça et il disait que les familles qui sont recomposées, la principale difficulté, c'était l'acceptation du nouveau beau-parent. Et l'expression famille recomposée a pris le dessus sur l'expression couple recomposé. Et là, ça prenait tout son sens parce qu'on regarde, on a beaucoup de livres. Regardez, moi, je suis allée à la bibliothèque parce qu'à la bibliothèque de Laval, là, on a un réseau de bibliothèques qui est vraiment intéressant. J'ai fait ma Marcia pilote de moi. Oui! Je me suis arrivée avec une pile de livres sur la famille recomposée. Et ce que je voyais surtout, c'était qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et faire pour que l'enfant de l'autre ou notre enfant accepte l'autre ou nous-mêmes. C'est centré sur les enfants. Je trouvais, tu sais, quand je regardais tout ça, je disais, hey, c'est donc bien beaucoup axé là-dessus. Et j'ai essayé de trouver des statistiques qui disaient, bon, combien on est en tout en famille recomposée. Et j'ai pas réussi à trouver parce que, figure-toi donc, que 60 à 70 des couples recomposés, eh bien, ils se séparent. Ça te donne une idée de la difficulté. C'est fragile, un couple recomposé, une famille recomposée. Oui, parce qu'on a à composer avec plusieurs éléments, dont l'ex, notre ex, les beaux-enfants, puis même des fois, quand on est rendu plus âgé, on a autre... Tu sais, quand on est rendu un grand-père, une grand-mère, on se retrouve avec des petits-enfants en multiples. Alors, voilà. C'est un défi pour les adultes autant que pour les enfants. Oui, bien, oui. Et toi, tu es dans une famille recomposée? Bien, c'est ça. Puis là, j'avais envie de discuter de choses que, des fois, on n'a pas vraiment... On a honte. On a une petite gêne. Trucs croustillants, exemple, que je vais donner. Bien, on peut vivre des sentiments de jalousie par rapport à l'ex. L'ex, habituellement, on n'est pas supposé l'avoir dans le décor, tandis qu'en famille recomposée, bien... Tu peux pas t'en débarrasser. On peut pas. Donc, on a des petits sentiments de jalousie parce qu'on a l'impression que notre conjoint ou notre conjointe peut prendre plus la part de l'autre et tout ça. Puis même vis-à-vis les enfants de notre conjoint, là, on se dit, hey, donc, c'est-tu de la jalousie que je vis par rapport? C'est spécial, ça, mais oui, je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde qui le vivent, ça, mais qui ont honte de le dire. On va pas être jaloux des enfants de notre conjoint. Non, ça se dit comme pas. Ça se dit pas. Et là, dans les livres que j'ai été voir, il parlait que, dans le fond, la famille recomposée vivait la situation un peu comme les 4 saisons. Au début, c'est le printemps, on est en amour, c'est beau, la vie est belle. La lune de miel. La lune de miel. Puis là, moi, avec ma tralée de livres que je regardais, puis que je parlais, parce que j'ai fait quelques témoignages, j'ai été voir des gens, recueillir des témoignages de gens qui vivaient la famille recomposée, puis je dis, oh, moi, je ferais pas ça. Oh non, moi, ça sera pas pareil, parce que nous, on s'aime beaucoup plus, et blablabla, et blablabla. Là est arrivé l'été, c'est ça, la lune de miel, c'était fantastique. Les enfants jouent ensemble, c'est beau. Vous avez des enfants, les deux? Oui, on se retrouve à être 5 enfants. Oui, c'est ça. Et quand on est arrivé à l'automne, tu sais, l'automne où il y a des difficultés, la rentrée vraiment de l'école et tout ça, puis il y a des petites difficultés. Alors là, je me suis mis à comprendre là, un peu, hop là, et je m'étais pété un peu les bretelles sur qu'est-ce qu'il en était. Donc, des fois, on vit... Et ça repart, hein? Les enfants changent, et nous aussi, on change de contexte, on change d'ex, on change de conjoint. Des fois, comme je disais, vu que c'est 70 des couples qui se séparent, c'est pas tout le temps évident. Alors, c'est ça. Alors, moi, j'étais allée chercher ces livres-là, et j'ai cherché des romans. J'en ai pas trouvé, mais je sais qu'il y a des super téléromans qu'on peut regarder, qu'on peut aller chercher de l'information. Ou que là, on va trouver des trucs qui sont croustillants par rapport à tout ça. Et le livre que j'avais à vous suggérer, c'était « Vivre en famille recomposée ». Et là, on voit le côté adulte et enfant. Oui, puis elle l'a vécu. C'est Pascale Reny. Elle l'a vécu. Puis, elle l'a vécu, puis... Il reste pas beaucoup de temps, là. Ils nous font des signes comme ça. Et puis, j'ai pas terminé parce que je pourrais en passer... je pense que je vais revenir. Bien, tu reviendras, puis on en reparlera. Je vais revenir, puis je vais vous parler aussi du regroupement des familles monoparentales et recomposées. C'est là-dessus que je veux revenir te jaser parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Sinon... On va chercher des livres, puis on parle entre nous, ceux qui vivent la famille recomposée. La communication, c'est le secret. Et on est pas mal là, en passant. On est beaucoup qui l'ont déjà vécu, qui le vivent et qui le vivront, peut-être. On le souhaite pas, mais... Non, on le souhaite pas. Ben, c'est pas si pire. Merci beaucoup, Valérie. Merci.
Notre prochain invité sera animateur d'une nouvelle émission qui prendra l'antenne le mois prochain sur les ondes de TV Laval. Elle aura pour nom Justice citoyenne. Il est spécialisé en droit social, du travail et de la santé. Maître Sylvain Lamarche, bienvenue à Laval et compagnie. Bonjour. Abordons tout de suite le sujet. Justice citoyenne, ce sera une émission qui va parler de... C'est une émission d'actualité juridique où on invite les citoyens à participer à l'émission, nous exposer des problématiques de l'heure, des problèmes qu'ils vivent, là, que ce soit en droit du travail, en droit de la santé ou en droit social. Et nous allons avoir des invités dont la mission est de promouvoir ou de défendre des organismes communautaires, des organismes de défense des citoyens, qui vont nous expliquer un peu les problématiques qu'ils vivent. Et nous allons inviter par la même occasion les citoyens à nous envoyer des courriels et à commenter certains sujets d'émissions que nous aurons. D'ailleurs, je vous invite à préparer justement un papier-crayon. On va vous donner les coordonnées de l'émission de Sylvain à la fin de cette chronique. Petit exemple de ce qu'on va aborder dans votre émission. Première émission... Oui, protecteur du citoyen. Alors, on rentre dans le vif du sujet de l'émission. On sait qu'on est en période d'austérité. Oui. Le gouvernement nous dit qu'il n'y aura pas d'effet sur les services sociaux, les services donnés directs à la population. Ça, c'est la pensée magique. Et nous avons de l'autre côté des syndicats, des représentants d'associations de citoyens, des représentants d'associations de salariés qui nous disent qu'il va y avoir éminemment des problèmes au niveau des services ou des répercussions. Bien sûr. Alors, nonobstant cette problématique ou cette conjoncture actuelle, il y a déjà au sein du gouvernement un protecteur du citoyen dont la mission est de surveiller justement les organismes publics et les sociétés d'État pour s'assurer qu'ils donnent les services auxquels les citoyens sont en droit de s'attendre. Si je me sens lésé, je fais une demande, je trouve que ça va pas assez vite, je m'adresse au protecteur du citoyen? Je vais vous donner un exemple. Oui. Le protecteur du citoyen va voir est-ce que chaque organisme ou chaque ministère accomplisse sa mission selon le législateur a prévu. Et si vous êtes dans l'attente, un exemple d'une décision de la CSST, d'une décision pour l'octroi d'un permis, ou vous considérez que vous n'avez pas eu de décision suffisamment motivée, ou que le délai est trop long, ou l'attitude même d'un fonctionnaire à votre endroit ne respecte pas les règles d'éthique et de respect qu'on devrait attendre d'avoir en tant que citoyen, le protecteur du citoyen prévoit la possibilité de faire une plainte auprès du protecteur du citoyen qui a comme mandat d'aller vérifier effectivement, de faire enquête et vérifier si la plainte est fondée et de vérifier finalement de prendre les mesures appropriées. Est-ce que c'est pas un peu David contre Goliath? Le protecteur du citoyen, en fait, c'est un peu comme une mesure d'éthique, de protection, mais il ne faudrait pas penser qu'il n'y a pas véritablement un pouvoir dissuasif à l'égard des manquements que les organismes ou certains ministères pourraient faire. Moi, je crois que le protecteur du citoyen est un outil qui est trop ignoré et qu'éventuellement, les citoyens devraient avoir recours au moins à aller faire valoir leurs demandes auprès du protecteur du citoyen. Le protecteur du citoyen verra à vérifier si effectivement les demandes étaient fondées. C'est difficile de rejoindre le protecteur du citoyen? Il y a un site Internet au protecteur du citoyen. Je n'ai pas l'adresse du site Internet. Vous pouvez facilement sur Google trouver le site Ombudsman, protecteur du citoyen, et vous allez trouver là, les informations et même les mécanismes, comment faire une plainte et comment faire une demande écrite. D'ailleurs, dans l'émission, nous allons traiter d'une façon beaucoup plus approfondie des dispositions de la loi sur le protecteur du citoyen, des exemples de plaintes et des interventions que le protecteur du citoyen a pu faire à l'occasion et en débattre sur l'efficacité ou l'inefficacité, comme vous avez dit, de cette démarche. Il ne faudra pas oublier non plus qu'il faudra toujours s'assurer que la loi prévoit aussi des recours qui sont de nature juridique et ne pas compromettre finalement ces recours de nature juridique parce que lorsqu'il y a un recours de nature juridique, il y a souvent des délais à respecter. Et il y a des frais aussi, non? Au niveau du protecteur du citoyen, il n'y a pas de frais. Alors, mais sinon, si moi j'engage une poursuite ou à tout le moins une démarche? Au niveau du protecteur du citoyen, c'est simplement une démarche d'enquête administrative au niveau du service de l'État. Et c'est sans frais. On doit juste faire contact avec les fonctionnaires qui s'occupent de faire enquête. Donc, ces gens-là sont payés, sont là pour nous protéger. Exactement. C'est un organisme qui existe et qui, malheureusement, est souvent ignoré. Mais vous allez voir, si vous visitez sur le site Internet, il y a des interventions qui se sont avérées, des exemples d'interventions qui se sont avérées fructueuses. Bon, si vous avez des problématiques où vous aimeriez avoir des conseils ou informations sur un cas qui est soit de santé, de droit,
ou de travail. Mais pour l'émission, présentement, pour la première émission, nous allons vous demander finalement d'envoyer vos commentaires et vos courriels sur... justicecitoyenne@tvrl.ca. Vous pouvez déjà soumettre vos cas et on les verra, bien sûr, traités dans le cadre de votre émission. On se revoit la semaine prochaine, Sylvain. Merci beaucoup, Eric. Merci. Merci, bonne journée. Le CES de Las Vegas, ou le Consumer Electronics Show, est un salon consacré au monde de la technologie et aux différentes innovations dans le domaine. Jean-Philippe Leroux nous parle de quelques nouveaux gadgets qui ont été dévoilés durant l'événement. Bonjour, Jean-Philippe. Salut, Amélie, je me suis ennuyée. Moi aussi, je me suis ennuyée. C'est le fun de te revoir. T'as l'air resplendissant. Écoute, cet événement-là a eu lieu au tout début du mois, je crois. Oui, exactement, début janvier, et c'est un classique pour les fans de techno année après année, parce que c'est à cet endroit-là qu'on a découvert des trucs comme on a eu à la maison, les lecteurs DVD. Je pourrais te parler d'un... Ça fait longtemps que ça a eu lieu, le CES. Écoute, oui, on est à plusieurs éditions, là, les magnétoscopes, les télé HD, ce sont là que c'est apparu les premières fois. Le Walkman jaune. Ça, je sais pas, par exemple, mais peut-être, il y a des chances. Et encore une fois, cette année, on dit que c'était une grosse édition, beaucoup d'annonces de faits, plus de 3500 exposants. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. Et ce qu'on note, entre autres, c'est qu'on cherche à mettre sur Internet tous les objets possibles. On veut tout brancher maintenant. On veut que ça tout devienne intelligent. C'est comme s'il n'y a pas de limite, finalement, à la technologie. Puis c'est le fun, c'est intéressant. La technologie est devenue plus intelligente que les humains. Presque. En tout cas, ça, c'est à surveiller pour les années à venir. Ça peut même être inquiétant un petit peu. Donc, c'est quoi les petits joujoux, là, les plus intéressants que tu as retenus? Il y avait une panoplie de choses, mais dans les trucs intéressants, probablement le truc qui m'a plus interpellé, j'en avais parlé aussi à mon émission de radio, c'est une espèce de bracelet qui projette un écran. Et ça devient comme ta tablette et ton cellulaire intelligent en même temps. Et tu n'as qu'à porter comme... C'est encore plus petit que le bracelet de ma montre. Et là, c'est sur ton avant-bras ici et tu te mets à écrire. Et c'est complètement fou, mais on dit que ça va se vendre prochainement. On va vraiment avoir ça. Est-ce que ça va être fiable maintenant? Ça je sais pas. Mais... Si t'es bien poilu, là, c'est peut-être compliqué. Faut se raser peut-être, oui, effectivement. Mais c'est très intéressant, je trouve. En tout cas, ça, c'est parmi les gadgets. Le bracelet cellulaire, ça, c'est à surveiller, il n'y a pas de doute. Achèterais-tu ça, toi? Je pense que oui, mais je sais... Faut vraiment être paresseux, là. Oui, mais en même temps, ça va être comme ça plus tard quand même. La seule chose, c'est que les prix sont toujours très, très chers lorsque ça débute, lorsque c'est lancé. Et après ça, plus c'est vendu, évidemment, ça devient davantage abordable. Mais ça, moi, ça m'interpellait vraiment beaucoup, en tout cas. Tu as parlé d'un gadget, là, j'étais traumatisée. La télésphérique, écoute, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne l'ai pas vu en personne, je l'ai vu en image. J'aurais vraiment aimé voir ce que ça donne, mais ça semblait trop étrange à mon goût. C'est vraiment une gigantesque boule qui projette une image de tout partout. C'est 360 degrés. Et on dit qu'on peut se positionner à différents endroits pour, mettons, je sais pas, on regarde un spectacle avec cette télésphérique-là. Alors, tout dépendant de l'angle où tu te places, tu as l'impression d'être dans la foule, d'être là, mais ça semblait un petit peu trop... c'était too much, si je peux me permettre l'expression pour moi. Je suis pas sûr que ça va se vendre. Encore une fois, la tendance cette année était vraiment les téléviseurs courbés à écran plat. Encore plus minces maintenant les écrans qu'un téléphone cellulaire. Alors ça, c'était vraiment intéressant. Mais non, la télésphérique, je pense pas que ça a été un hit nécessairement. C'est pas tous les gadgets là, qui sont destinés à être achetés sur le marché. Il y a des flops totales. C'est ce qu'on constate aussi avec ce genre de salon-là, c'est qu'il y a des flops où on fait comme non, jamais ça va être relancé, mais on les propose là pour voir justement la réaction des gens. Bon, quoi d'autre tu as à nous présenter? Les drones, ça a été probablement... ça a été un des cadeaux aux États-Unis les plus populaires cette année et on n'y a pas échappé du côté de Las Vegas. Les drones, dans toutes les différentes grandeurs possibles, qui font la livraison même de nourriture. Il y a certains pays qui veulent se servir de ça pour te livrer la pizza chez toi avec un petit drone, avec un... Hey, c'est l'enfer. Et je note aussi qu'on veut prochainement que les humains peuvent se promener sur un drone, des drones géants, et ça va devenir un moyen de transport. On va peut-être se mettre dans les prochaines années à carrément voler avec un drone. C'est complètement fou, honnêtement. Oh mon Dieu! Ouais. Ça doit être... ça porte à réflexion, des salons comme ça, des conventions comme ça. C'est comme trop d'informations à la base. Tu as la misère à assimiler tellement il y en a beaucoup. C'est trop avant-gardiste. Mais je te remercie beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement, mais c'était fort intéressant. Puis, des fois, ça donne la tendance pour les années à venir. Alors, c'est ce qu'on va voir. J'ai plein d'idées de gadgets à m'acheter déjà. Oui. Merci beaucoup. Merci, Amélie.
La culture lavalloise compte dans ses rangs des artistes talentueux. Mon nom est Jean-Jacques Lapierre et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Godette. Olivier, mes salutations les plus cordiales. Bien, bonjour, M. Lapierre. Olivier, tu as commencé ta carrière comme à faire des graffitis, toi. Bien, c'est ce qu'on dit. Je pense que c'est un peu vrai. Lorsque tu étais jeune, oui, tu faisais ça. Tu avais le goût de la peinture déjà, quand même. Oui, c'est ça. J'ai toujours eu le goût de la peinture, puis c'est le médium de la canette de spray qui m'a accroché. Là, ça veut dire qu'on va dire à nos gens que tu fais des murales. C'est toi qui fais les belles murales qu'on voit ici à Laval. OK. Comment tu appelles ça, ce métier-là? Bien, un métier de muraliste, je pense. Muraliste, hein? Ouais. C'est bien. J'en ai fait quelques-unes, quand même. Depuis 2 ans, là, ça va quand même bien. J'en ai fait... pas loin d'une dizaine, peut-être, à Laval. Mais tu avais déjà le goût de la peinture. Tu as suivi des cours, je crois, à l'UQAM, dans la peinture, quoi. Oui. Peinture en art. En art visuel, je suis allé à l'UQAM. J'ai commencé un bac que je n'ai jamais fini. Non, mais ça fait rien. Un bac de recyclage, finalement. Ça t'a servi, oui. Ouais. Alors, là, maintenant, tu es spécialisé dans les murales. Maintenant, pourquoi dans les murales? Qu'est-ce qui t'a incité, à part de faire des petits graffitis, qu'est-ce qui t'a incité à faire des belles murales qu'on voit? Ben, je sais pas, c'est le défi de faire quelque chose là, avec un mur là, qui a l'air un peu de rien là, à première vue, puis qu'il y a moyen d'intégrer dans l'ensemble de la vision du secteur qu'on a là, un peu. Là. De l'adapter au paysage. Oui, c'est ça, de l'adapter au paysage. Ah bon, c'est intéressant. Maintenant, là, ce que tu fais, il y a des murs qui sont assez hauts quand même. Tu es obligé d'avoir des échafaudages? Oui, des échafaudages ou des plateformes hydrauliques. Ça se travaille mieux avec ça. Oui. Puis tu procèdes avec des canettes, uniquement des canettes, quoi? Oui. Uniquement des canettes, mais quand j'ai des gros fonds à faire, là, souvent je vais le faire au rouleau avec du latex ou bien spray au gun à peinture. Ça veut dire que lorsque tu as un beau mur à faire, dans un premier temps, il faut que tu fasses un fond. Il faut que je fasse un fond, ça dépend. Des fois, si comme là, j'avais un mur de briques qu'il fallait que je fasse quelque chose dessus, fait que j'ai trouvé intéressant de garder un peu la brique vierge comme ça, puis ajuster mes couleurs, puis jouer avec l'ombrage des éléments que j'ai faits sur la brique qui donne un peu le 3D, l'effet 3 dimensions. Là. Alors, les premiers murales qui t'ont lancé, je pense que ce sont ceux de Sainte-Rose, hein? Oui, le projet dans le Vieux-Sainte-Rose, derrière l'église, ça a été... Alors, il faut dire aux gens, à nos téléspectateurs, en arrière de l'église de Sainte-Rose, il y a une murale, il y a ce qu'on appelle le bunker, là-bas. Allez voir ça. C'est intéressant de voir. C'est vraiment la murale qui t'a lancé. Oui, mais je pense que je me suis dit que si je mettais le paquet à cet endroit-là, ben peut-être, tu sais, vu que c'est un endroit qui est assez vu aussi, il y a beaucoup de fêtes comme Sainte-Rose-en-Blanc et tout ça là-bas, je me disais que ça serait bon pour moi d'en mettre le plus possible. Puis j'ai été bien chanceux d'avoir ce projet-là. Maintenant, j'ai vu que tu en as plusieurs. Je vois, les gens vont sûrement voir. Chez Madison, par exemple, c'est intéressant de voir ce qu'il y a là. Il y a aussi un autre mural sur le boulevard de Laurentides. Tu en as un autre aussi pas mal, assez intéressant. Puis tu n'as pas chez le magasin de sport également, je crois. Magasin de sport sur de Laurentides? Oui. Moi, j'ai fait Primo Vélo. Primo. Ça fait... 12 ans de ça fait quand même assez longtemps. C'était pas mal la première là, que j'ai faite d'envergure. Madison, j'ai fait le restaurant vietnamien là, Vien Dong. Puis l'entrée de Pont-Vieux. Ah, l'entrée de Pont-Vieux, c'est beau aussi. C'est pas fini, là, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Ah bon. Là, ce que tu fais, est-ce que tu fais d'abord un premier un premier dessin sur le mur, quoi? Bien, comment je fonctionne, c'est que je prends une photo du mur quand il n'y a rien dessus, avant. Je vais l'imprimer en noir et blanc bien pâle pour que je puisse dessiner directement dessus. Fait que là, quand j'arrive devant le mur, bien, j'ai pas juste un dessin que je me fie. Là, j'ai vraiment les traits sont vraiment sur la bâtisse. Comme ça, c'est plus facile d'avoir mes points de repère. Là. Comme par exemple, s'il y a une fenêtre. Tu vas l'utiliser. Oui, c'est ça. Olivier, s'il y a des gens qui veulent avoir de belles murales, même tu fais tu fais de l'intérieur aussi. Tu fais des décors de chambre. Oui, des chambres d'enfants. Alors, ces gens-là peuvent communiquer avec toi. Ouais. Alors, ils vont sur Internet, ils voient Olivier Godette, et puis ils sont certains d'avoir quelque chose d'original, d'intéressant. Bien, je l'espère. Alors, Olivier, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci. Merci. On entend
parler de la performance magistrale de Bradley Cooper et de la réalisation extraordinaire de Clint Eastwood dans le nouveau film American Sniper. Mais qu'est-ce qu'on a passé, Nicolas Vincent Poirier? Là est la question. Bonjour, Nicolas. Salut. Alors, de ce que je comprends, c'est pas nécessairement un film pour les amateurs de films de guerre. Non, pas du tout. Bien, c'est un film, c'est un drame biographique. Ça raconte l'histoire de Chris Kyle, qui est considéré comme un des plus grands snipers de l'armée américaine. Il a réussi à tuer quand même 255 personnes. Il a réussi, wow! Il a réussi, mais dans ce processus-là, il a sauvé énormément de soldats américains, ce qui est une bonne chose à ce niveau-là. Mais le film, je m'attendais à quelque chose de meilleur. Je m'attendais à quelque chose de psychologique. Le gars a tué 255 personnes. C'est sûr qu'il revient traumatisé d'une certaine façon. Je veux le comprendre un peu plus. Mais en même temps, la bande-annonce me montrait que ça ressemble un peu à un film d'action. Donc, tu sais... Je pensais que c'était un genre de voyage à l'intérieur de sa démence, peut-être un peu, suite à... Non, c'est pas très, très clair à ce niveau-là. On comprend qu'il est traumatisé, qu'il est comme en choc post-traumatique à chaque fois qu'il revient dans le monde réel et qu'il va magasiner, qu'il fait les choses quotidiennes de tous les jours. On comprend qu'il est pas tout à fait là, qui est un peu plus nerveux, puis que quand il s'en va justement au combat, là, il est dans son élément, ça va bien, mais c'est pas assez poussé à ce niveau-là. Il effleure juste le sujet un petit peu. Pour un film de 133 minutes, j'ai trouvé que c'était très long et que c'était peut-être un petit peu mal amené. Donc, Clint Eastwood, je trouve pas qu'il a fait un super bon travail en tant que réalisateur. Et de toute façon, ça fait pas si longtemps que ça qu'il a été embarqué dans le projet. C'est quelques mois avant le tournage qu'il a été sélectionné, parce qu'avant, c'était Steven Spielberg qui était censé de réaliser le film. Finalement, le budget était trop petit. On parle de, je pense, c'est 55 millions comme budget, ça fait que ça... Steven, il pouvait rien faire avec 55 millions. C'est ça. Donc, Clint Eastwood a pris la relève. Et quand même, Bradley Cooper, qui interprète le rôle principal et qui est nominé aux Oscars comme meilleur acteur, lui, il est excellent dans son rôle, vraiment. Et c'est lui qui l'a produit. C'est lui, à la base, qui a été acheté les droits du roman de Chris Kyle, son autobiographie, pour l'amener en film. Et entre-temps, Chris Kyle est décédé. Donc, ça a encore plus motivé Bradley Cooper à rentrer dans la peau du personnage. Il a pris 40 livres avec un régime de 8000 calories par jour. Ouf. Quelque chose d'extrême. Et finalement, ça a payé parce que le film a battu des records pour le mois de janvier. Pour la première fin de semaine de sortie, on parle de 90 millions dans sa première fin de semaine aux États-Unis seulement. Pour janvier, c'est un record. C'est déjà rentré dans leur argent, quasiment. Quasiment. Et c'est pas un gros blockbuster, là, quand même. Donc, c'est tout un exploit. Et plusieurs nominations aux Oscars. Oui, tout à fait. Meilleur acteur. Meilleur acteur, meilleur film de l'année. Il n'y a pas de nomination pour Clint Eastwood. Non, meilleur réalisateur. Non, il n'y a pas de nomination pour Clint Eastwood. Puis de toute façon, il n'y a pas... J'admire qu'est-ce qu'il fait. À 84 ans, faire un film comme ça, juste faire un film, ça demande une détermination incroyable. Mais de le faire à 84 ans, c'est exceptionnel. Mais pour ce que c'est, il y en a réalisé des meilleurs, disons. En terminant, est-ce que c'est un film du genre patriotique, américain, propagande? Pas. Non, pas du tout. C'est quand même... C'est très sobre. Le film m'a fait un peu penser à Hurt Locker. On est tout le temps avec le personnage, on ne parle pas vraiment de valeurs patriotiques de l'Amérique. On en parle un petit peu, mais c'est vraiment le point de vue des soldats. Mais pour moi, le film Hurt Locker, si je peux revenir à ce film-là, je l'ai bien plus apprécié, même si c'est pas basé sur un fait vécu en particulier. Bon, American Sniper à l'affiche maintenant, qui a déjà un gros succès, il va sûrement connaître encore une seconde vie avec les Oscars. Oui. Et merci beaucoup, Nicolas. Vous savez que Laval et compagnie, c'est votre émission. Non seulement à la regarder, mais vous pouvez communiquer avec vous si vous avez des événements, vous avez une entreprise, vous voulez faire connaître, votre association, votre fédération. Et pour contacter l'équipe de Laval et compagnie, il y a différentes façons. Oui, tout d'abord, par téléphone, on a un nouveau numéro. Alors, prenez-le bien en note, 450-490-4089 ou par courriel, toujours la même adresse, info@commercialtvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager nos émissions sur le web, prenez note qu'elles sont toutes en ligne à tvlaval.com ou sur YouTube. Merci d'abord à tous nos invités, nos excellents chroniqueurs, notre nouveau décor, notre nouveau studio de TV Laval, notre équipe de réalisation et de production. Et n'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ceux qui la gardent vibrante et vivante sont ceux qui l'habitent, s'en occupent
et s'en préoccupe. Vous êtes là la semaine prochaine, là? Oui? Parfait. OK. À la semaine prochaine. Je les vous voyez, je ne sais pas pourquoi. À la semaine prochaine, tout le monde.